Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Pieds après. Aujourd'hui, j'ai encore une fois une tonne de pieds après parce que la vie, c'est rempli d'adversité, d'épreuves, de résilience. J'ai contacté un jeune homme que je connais pas tant. En fait, je le vois sur les réseaux sociaux un petit peu, mais je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, je suis en compagnie d'un humoriste, papa, l'hôte du podcast Au Parloir et un gars que j'ai vraiment hâte de découvrir. Salut, Salut, ça va? Ben oui, ça va, yes. merci. Vraiment, merci pour le jeune homme. Le jeune homme. Je vais le prendre. T'es pas vieux, là? 44. OK. T'as 4 ans de plus que moi. Quelqu'un de 40 qui m'appelle le jeune homme, je le prends, je l'apprécie. Ben oui. Je l'apprécie. Non, t'as quand même une vibe jeune, là. T'as pas un... Oh, oui, non, ben physiquement, je veux dire, je suis né en 81, mais là, dans ma tête, on est loin du 44 ans. Et j'espère l'être loin toute ma vie. J'espère qu'à 84, j'aurai pas encore 44 ans dans ma tête. Ben c'est ça, je pense que c'est une affaire de cœur, puis de mindset, puis de... Oh, ouais, moi, écoute, j'étais dans la vingtaine, puis j'avais des amis que j'étais comme, OK, eux autres vont être des messieurs. Ouais. Ça va être un monsieur. Ça va être ce que j'appelle un monsieur, un papa. Tu sais, je suis un papa, mais tu sais, moi, je suis papa parce que j'ai des enfants, mais il y a des papas. Papa. Mais ils n'ont pas d'enfants. Tu comprends? Oui, Mais c'est un papa. Mais c'est vraiment une affaire de vibe, d'énergie. Bref, tu as une énergie jeune, tu as l'air super cool. Je suis contente de pouvoir jaser avec toi. Tu m'as dit que tu avais une tonne de pieds après. Tu sais. Ben oui, mais tu sais, c'est. Moi, je pense que tu sais, quand la vie te donne des épreuves, tu sais, c'est à toi de décider ce que tu fais avec ces épreuves-là. Tu peux laisser ces épreuves-là t'écraser ou tu peux décider de bûcher dedans puis de te relever. Puis, tu sais, c'est facile de se laisser écraser, mais c'est pas nécessairement facile de foncer puis de passer au travers. Tu sais, je veux dire, mon podcast en est la preuve de la plupart de mes invités, c'est des gens justement qui ont. Je veux dire, je vais même pas comparer ce que moi j'ai vécu à ce que la plupart de mes invités ont vécu, tu sais. Mais tu sais, il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu m'accrocher puis dire, ben, je pense que la vie m'a donné ces cartes-là, fait que je vais pas aller plus. Moi, j'ai décidé d'essayer des choses. J'ai essayé de me pousser. J'ai essayé de me motiver. Je suis entouré de bonnes personnes qui m'aident avec ça. Tu sais, mon épouse avec qui je suis avec la même femme depuis les 20 dernières années. Oh wow. Fait que c'est juste d'avoir en partant une personne qui est là pour te supporter, t'épauler. Croire en toi. Croire en toi, c'est une énorme différence dans une vie, tu sais, de dire, ouais, je suis pas sûr. Tu es sûr? Ah, mais ça va coûter de l'argent, mais tu sais, ça vaut pas la peine. Tu sais, moi, j'ai pas cette femme-là. J'ai une femme qui est comme, hey, vas-y, let's go. Fait que c'est une bonne petite voix. C'est comme une autre voix qui te. Écoute, ben pour moi, elle est parfaite dans le sens où elle arrive à me calmer quand c'est trop. Parce que, tu sais, moi, je peux partir sur des ballons assez... tu sais, je suis un TDA médicamenté depuis peu. Attends, t'as-tu le H? T'as-tu le H? Oui, j'ai le H, mais qui est pas... c'est parce que, tu sais, c'est tellement un spectre vaste. Tu sais, moi, à un moment donné, ça fait des années que je dis TDA, mais j'ai jamais eu le diagnostic. Mais tu sais, j'ai rempli tous les maudits questionnaires qui me le disaient. Mais ça bloque tellement beaucoup de spectres. Il y a beaucoup de gens qui font comme, ah ouais, c'est parce que t'es pas capable d'écouter quelqu'un parler, il y a un écureuil, tu vas regarder l'écureuil. Mais tu sais, le TDA, ça a plusieurs autres effets secondaires qui vont aller jouer beaucoup au niveau des up and down. Moi, je suis quasiment allé voir mon médecin, je me demandais, genre, est-ce que j'ai-tu de la bipolarité? Parce que j'ai tellement des highs, j'ai tellement des downs, puis l'agressivité, être chaud, là, tu sais. Moi, je suis quelqu'un de prompt rapidement. Je peux péter des plombs assez solides. Pour souvent des conneries ou des. Tu sais, c'est sûr que quand c'est mérité, je le mets entre parenthèses parce que je pense pas que c'est jamais mérité, mais tu sais, disons qu'il y a certaines choses qu'on peut comprendre que tu pètes un plomb pour ça, mais tu sais, moi, il y a des choses, ça valait pas la colère que ça m'engendrait. Puis tu veux, depuis que je suis médicamenté, ça, c'est une chose que j'ai vraiment remarqué, justement, les up and down sont toujours là, mais sont vraiment moins... on dirait que je les sens plus nets, sont plus cool. Puis côté explosif, ça, c'est fou à quel point ça l'a changé ma vie. Tu as été diagnostiqué à quel âge?
Cette année, à 44 ans, oui. Là, j'étais à quelques mois, là, tu sais, je suis encore, là, je suis arrivé au maximum de la première molécule qu'on teste. Je suis arrivé au maximum de milligrammes. Fait que là, je suis là-dessus pour quelques mois. J'étais à 50 milligrammes. OK, quand même. Voir, tu sais, puis peut-être qu'à un moment donné, on va en tester une autre, voir à quel point ça peut faire les différences, puis peut-être qu'on va revenir à celle-là, parce que c'est bon d'essayer. Parce que moi, je peux penser que celle-là est bonne, ça fonctionne, mais je vais peut-être en essayer une autre qui va tout changer. Parce que moi, j'ai vu au niveau de la concentration, j'ai vu aucun changement à ce niveau-là, mais j'ai vu des changements sur d'autres choses. Fait. Mais moi, ça me fait penser parce que j'ai eu un diagnostic de TDAH à l'âge de 36 ans après un épisode d'impulsivité, agressivité qui m'a comme fait... J'ai fait, OK, là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de comprendre. Ben oui. Puis mon cerveau, il est fucked up, on va le dire de même. Mais j'ai pris de la médication un peu, puis je pouvais plus après parce que ça me trigger trop mon ancienne vie d'avant, tu sais, de consommation. Moi, je suis une consommatrice de alcool, drogue, etc. J'ai arrêté, ça fait 10 ans. Félicitations. Merci. Ça va faire 10 ans. Mais bref, quand même. Puis je pense que tu as arrêté de boire, toi aussi, hein? Oui, pas pour des raisons, pas pour les mêmes raisons, pas pour des raisons d'addiction, c'est pour des raisons personnelles. Dans le fond, tu sais, la consommation a fait partie de ma vie, de la mienne, mais de mon entourage énormément. Puis, à un moment donné, j'ai pris la décision, moi, quand j'ai l'entraînement physique, le gym est rentré dans ma vie à 33 ans, ce qui a été le meilleur antidépresseur au monde. Puis, mais j'étais un gars intense. Fait que quand je rentre dans quelque chose, je rentre. T'sais, souvent, je dis cet exemple-là, je dis, écoute, moi, m'amener, là, j'ai voulu me faire un tatou. Là, j'ai le corps plein, tu comprends? M'amener, je vais commencer à m'entraîner. Ben, j'ai fini sur un stage en short, tout peinturé de brun, à moins de 5% de gras. Tu comprends? J'étais un gars intense. Fait que quand ça a commencé, j'ai fait, hey, moi, je préfère la bouffe à l'alcool. Ouais. Parce que l'alcool, plus je vieillis, moins je la gère bien. Ouais, de deux, l'alcool me change énormément. Tu sais, on dit qu'on devient vraiment la personne qu'on est quand on est sous influence. Puis tu sais, il y a des gens qui disent, tu sais, moi, j'ai l'alcool fin, moi, j'ai l'alcool heureux. Moi, j'ai l'alcool agressif. Fait que, comme je te dis, je suis déjà une personne prone dans la vie, mais là, ça dépassait les limites. Puis c'était pas un automatisme, c'est juste que, tu sais, je pouvais passer de... J'étais un gars qui prend beaucoup de place, qui est très loud dans la vie, tu sais, je suis pas devenu humoriste pour rien, là, regardez-moi et aimez-moi, là, tu sais, Puis... un petit peu... ouais, je c'est ça, puis là, l'alcool, décuplait ça, fait que je deviens désagréable parce que je parle fort, écoutez, tu sais. Puis à un moment donné, je passe de j'ai du fun, je gueule avec tout le monde, je m'amuse à je vais snapper pour une maudite connerie, tu sais. Fait que, tu sais, ça peut m'arriver de prendre une bière sur une terrasse un soir, tu sais, je suis en vacances avec ma femme, on va souper, je prends un verre de vin, mais c'est ça, moi, je suis capable de prendre une bière. Consommation. Je suis capable de prendre un verre de vin. C'est ça, tu tombes pas dans le sac après, là. C'est voyons, je cherche le terme, tomber en état second, tu sais, je veux dire, t'as un bon self-control. Je vais toujours rester dans ma tête. Et moi, j'ai ce besoin-là dans la vie de contrôle. Ouais. Je dois contrôler. Tu sais, comme moi, prendre l'avion, c'est quelque chose qui me trigger, pas parce que j'ai peur de l'avion, parce que j'ai aucun contrôle. Je peux pas m'isoler, je peux pas partir, je suis pris, là, je suis enfermé, je suis emprisonné dans un avion pendant un temps X, là, tu sais. Fait que ça, c'est l'affaire, moi, qui me... Tu sais, je suis jamais côté passager avec quelqu'un, je vais toujours prendre mon véhicule, je vais, tu sais... Fait que l'alcool fait que là, je peux pas conduire, je peux plus partir si je veux... Fait que, tu sais, c'est des raisons qui ont fait ça. Puis comme je te dis, ça faisait pas de moi la meilleure des versions. Ouais, non, c'est ça. Mais ce que j'ai oublié, je m'en allais vers quelque chose avec le TDAH, puis je suis partie sur une autre idée. Correct. Of course, TDA. TDA, exactement. Mais mon point, c'était que t'as dit, t'as pas vu une différence sur la concentration avec la molécule que t'as. Puis ce que j'ai remarqué, mettons ça fait 4 ans que j'ai le diagnostic, moi, j'ai remarqué que quand j'aime ce que je fais, je peux être très, très, très concentrée sur ce que je fais, moindrement que j'ai un désintérêt ou que c'est pas dans mes passions, dans mes forces, là, je décroche. Tu sais, fait que c'est pas un trouble de déficit d'attention, c'est un trouble pour moi de... Faut focaliser sur ce qu'on aime, tu sais. Tu sais, c'est comme... Tu sais, mettons, moi, quand je suis sur scène puis je fais un show,
sais, je suis là, je suis all-in, puis, tu sais, mais, tu sais, s'il arrive quelque chose, ça va pas, tu sais, je vais décrocher, mais je vais rester dans mes affaires, je suis l'humoriste, je suis dedans, je suis là, tu sais. Écrire n'est pas la chose que je préfère en humour. Pour moi, il y a bien des gens qui font hey, moi, ce que j'aime, c'est de partir de rien puis de créer une nouvelle idée puis d'écrire. Moi, être assis en arrière d'un ordinateur puis écrire, pour moi, c'est la pire chose. Pour moi, c'est un devoir. Je me le fais de telle heure à telle heure. Il faut que je sois assis. Il faut que j'écrive aujourd'hui. Je suis en train d'écrire un nouveau show puis je me donne des plages horaires de meetings, vraiment pour faire ça. Mais tu sais, c'est ça, rapidement, si je fais une recherche, puis là, je vais sortir mon cellulaire, mettons, pour googler, parce que je suis mon ordi, mais tu sais, je suis dans mon texte, je vais sortir mon cellulaire pour googler quelque chose, mais là, j'ai vu que j'ai 3 messages Messenger, puis là, écoute, là, je peux partir. Puis tu sais, c'est l'avantage aujourd'hui que j'ai. Tu sais, moi, je vis du podcast et de l'humour, puis tu sais, mon podcast est rendu assez rentable et connu que je peux me permettre d'avoir une équipe. Ben oui. Fait que tu sais, maintenant, moi, écoute, ça arrive... comme moi, mettons, là. Ben non, mais tu sais, c'est parce que moi, ça arrivait des fois, là, tu sais, dimanche matin, je me lève, je me fais un café, je m'assois, ma femme, j'ouvre mon téléphone, puis là, j'ai 25 messages. Pourquoi il n'y a pas de podcast aujourd'hui? Ben, je ne l'ai pas mis parce que je suis complètement oublié qu'on était dimanche. Puis, fait que, tu sais, ça arrivait énormément parce que mon podcast, genre, tu sais, je serai jamais en retard. Je vais le faire. C'est ce que j'aime de mon podcast, c'est les rencontres que je fais avec les gens. Mais le poster sur YouTube, sur Instagram, sur le Reel, parler avec le monteur, booker le monde, ça, c'est tout. Fait que moi, je suis chanceux parce que maintenant, j'ai une équipe. Fait que, côté concentration, que le médicament ne fonctionne pas, côté concentration, ça me bug pas tant parce que c'est pas un échou, tu sais. Puis je veux dire, avant ça, ma job de tous les jours, ben tu sais, je veux dire, j'avais une pile de papier, puis il fallait que je passe au travail de la pile de papier, puis le lendemain, il y avait une pile qui s'était rajoutée en dessous. Puis, c'est dans quoi tu travaillais, excuse? Fait que j'ai travaillé pendant... Ça fait 13 ans, pendant 13 ans pour le Canadien national, le chemin de fer. Puis les 7 dernières années, j'étais une job de bureau. Dans le fond, j'étais dans la gestion du parc automobile. Fait que tout ce qui était de mécanique, des cartes de crédit pour l'essence, les factures de garage à travers le Canada. Puis tu vois, c'est ça. De la facturation, je paye les factures, je rentrais les factures dans le système, tout ça, pour que le système paye les clients automatiquement, tout ça. Fait que c'était très routinier, mais c'était correct. Ça a occupé mon cerveau. J'avais un podcast dans l'oreille, puis je rentrais mes chiffres. C'était... Oui, puis tu gagnais ta vie, puis tu avais une sécurité d'emploi. J'avais une très bonne job, très bon salaire. Mais qu'est-ce qui se passe, mettons, là, pour que... Mettons qu'on part du avant, tu as vécu des dépressions, tu as vécu avec des idées noires beaucoup. Comme, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à ça, émotionnellement, mentalement, puis que tu décides de m'emmener à 42 ans, faire comme, ben moi, je pars un podcast, puis je change ma vie du tout au tout. Bon, on va partir de loin. Tu sais, moi, à la base, mes parents, c'est un amour d'adolescence. Mes parents se sont connus autour de 14 ans, se sont mariés à 18 ans, m'ont eu à 20 ans et se sont divorcés à 21 ans. Donc, j'avais 1 an, divorce de mes parents. Mon père obtient ma garde, extrêmement rare au début des années 80. Donc, mon père obtient ma garde. Pourquoi? C'est lui qui a eu la garde? Mais tu sais, ça regarde un peu la vie personnelle de mes parents à ce niveau-là. Je vais garder ça un peu pour moi. Moi, parce que je me considère comme maintenant une personnalité publique, ma famille n'a pas à subir un petit peu ça. Fait que, t'as tellement raison. Fait que pour des raisons, pour des raisons qui leur appartiennent, mon père a eu ma garde. Je voyais ma mère aux 2 semaines. Tu sais, ce qu'on voit souvent, mais... Contraire. Ouais. Et rapidement, mon père rencontre une autre femme qui... quelques années, 2-3 ans peut-être de plus que lui, je me souviens pas. Et elle a 2 enfants. Elle a un fils de 2 ans et une fille de 5 ans. Moi, j'ai 1 an. Et ça devient ma famille. Encore aujourd'hui, ils sont ensemble. J'ai un frère, j'ai une sœur. Tu sais, tout ça, on n'a pas de lien de sang, mais tu sais, on a toujours grandi ensemble dans la même famille, tout ça. Quand tu sais, je me retrouve, mon père a 21 ans. Cette femme-là que j'appelle aussi ma mère, parce que c'est quand même la femme qui m'a élevé aussi, travaille pas. Fait que mon père a 21 ans, une femme et 3 enfants à sa charge. Fait qu'on roule pas sur l'or, tu sais. On vit dans des quartiers un peu plus pauvres. Fait que, tu sais, rapidement, on n'est pas dans l'excès, nous, là, tu sais. Mais on n'est pas dans le manque. Tu sais, j'ai des repas, tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'ai pas des Nike, puis j'ai pas le beau linge, puis j'ai pas une belle chambre, puis j'ai pas le bel appart. Moi, la première maison dans laquelle j'ai habité, c'est moi qui l'ai acheté. On a toujours été en appartement, tout ça. Puis c'est correct, mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient, tu sais. Mais quand tu grandis dans des quartiers comme ça, t'as pas beaucoup d'argent, ben, tu sais, il y a des choix que tu finis par faire quand tu grandis, puis à un moment donné, ben, tu deviens adolescent, puis ton frère est un peu plus vieux, puis il fume, puis là, tes amis commencent aussi, puis t'as rien d'autre à faire parce que
t'as pas d'activité. Je fais pas des cours de natation, puis j'ai pas des cours de karaté, puis je joue pas au hockey, puis on va pas en vacances, puis je vais pas aux Outremer, puis j'ai pas ma passe de la ronde. Puis, tu comprends? On les a pas, ces choses-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fume du pot, on boit de l'alcool, mais on n'a pas d'argent. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour... Ben que là, on fouille dans des chars, on rentre dans des maisons, on vole, on fait ci, on vole d'autres, on vend. Pour, tu sais, fait qu'à un moment donné, on a un cash, on va acheter un once, on le sépare, on vend. Comme ça. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là embarquent là-dedans. J'ai un TDAH non diagnostiqué. Fait que moi, écoute, je suis jeune. Je me considère quand même comme quelqu'un d'intelligent parce que, puis il y a plein de choses dans la vie qui m'ont fait comprendre, OK, je suis pas épais, mais je suis pas fait pour être assis à écouter quelqu'un parler. Fait que moi, je double ma 5e année. J'arrive au secondaire à 13 ans. Je fais mon secondaire 1, je double mon secondaire 1. Fait que je refais un secondaire 1, j'ai 14 ans. Je passe mon secondaire 1, mais je me fais mettre dehors de l'école parce que je suis pas la meilleure version des élèves. Je me fais envoyer dans une autre école. J'ai 15 ans, secondaire 2. Je me présente pas à mes examens de fin d'année parce qu'il y a trop de problèmes avec certains élèves. J'ai vu des gens se faire poignarder dans cette école-là, tout ça. Donc, pour ma sécurité, je décide de ne pas aller à mes examens de fin d'année. Puis en même temps, je sais que si je ne fais pas mes examens, je vais avoir 16 ans, je n'ai pas un secondaire 2. Et il y a un programme à mon ancienne école qui existe pour exactement le monde qui sont dans mon... Tu as 16 ans, mais il faut que tu sois à l'école parce que tu as 16 ans. Mais clairement, tu ne te rendras pas en secondaire 5 là, parce que tu n'as même pas un secondaire 2. Fait que ça me donnait une occasion de retourner à mon ancienne école. J'ai fait 6 mois, j'ai sacré mon camp. Fait que je me suis retrouvé à 16 ans sur le marché du travail avec un secondaire... Un et demi. Un et demi, exactement. Fait que, tu sais... Tu consommais. Puis je consomme. Je suis pas dans... Je me considère pas que je suis dans l'excès. Tout ça se gère quand même. J'ai ma petite job. Puis j'ai quand même travaillé. La première compagnie pour laquelle j'ai travaillé, ben, c'est pas vrai. La première job que j'ai eue, c'était dans un genre de pet shop. Là. Après ça, j'ai été engagé de la compagnie pour laquelle mon père travaille. Puis j'ai travaillé long. Mon père, il travaille encore. Moi, j'ai travaillé environ 6-7 ans. J'ai travaillé là. Mais à 18 ans, je rencontre ce que je crois être l'amour de ma vie à 18 ans. Après 1 an et demi, elle me laisse. Okay. Et là, ça a été... Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours... Avec des parents jeunes, des parents qui sont très sur le party, des parents qui, tu sais, c'est chez nous, puis ça travaille fort, on est 3. Tu sais, c'est dur. Tu sais, des fois, je parle d'affaires, puis je dis... Tu sais, le monde font comme « Hey, t'étais rock'n'roll. » Non, je suis le moins pire des 3. Oh. Tu sais, je veux dire, ma soeur, c'était quelque chose. Mon frère, c'était quelque chose. Et moi, j'étais quand même quelque chose. Fait que, tu sais, la structure, moi, mes parents recevaient des lettres d'école. Fait que même moi, je ne vais pas aller à l'école pour me faire dire que t'écoutes pas, puis que tu te bats, puis que t'es un petit Christ, puis que t'es, tu sais, fait que, tu sais, il n'y avait pas de suivi de devoir. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aide pas à... Tu sais, j'aurais peut-être aimé ça, finir mon 5, aller au cégep. Peut-être j'aurais pas été bon, peut-être non, mais je le sais pas. Mais tu sais, j'avais pas cette structure-là. Ouais. Puis tu sais, c'est des conversations que j'ai eues avec mes parents plus tard. Ouais. Tu sais, dans les dernières années, j'ai eu beaucoup de conversations avec mes parents. Puis, tu sais, ils sont vivants, tes parents? Oh, ils sont vivants. Puis tu sais, c'est... oui, parce qu'ils m'ont eu jeune. Tu sais, je veux dire, mon père a 64 ans, tu sais, fait qu'il travaille encore aujourd'hui, puis ça. Mais, puis tu sais, mes parents, ils s'en veulent un peu, mais en même temps, tu sais, on a fait ce qu'on a pu. On était nous autres jeunes. Moi, 21 ans, donne-moi pas 3 kids et une femme, là. J'ai oublié ça, là. Je sais ce que j'étais à 21 ans, ça marcherait pas du tout, tu sais. Tu serais pas non plus quitté aujourd'hui. Exactement. T'sais. Mais là, c'est ça. Fait mais je le sais pas à ce moment-là. Ben non, je le sais pas, mais tu sais, je me dis, en même temps, c'est ça. Tu sais, moi, comme je te dis dans mon podcast, je reçois des gens, tu sais, qui ont fait 17, 18 ans de prison, tu sais, puis font, mais aujourd'hui, j'aime la personne que je suis. Est-ce que je serais cette personne-là? Je n'avais pas vécu ça, je sais pas. Mais le fait que j'avais vécu ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Puis moi, c'est ce que je me dis aussi. Tu sais, je pense que les forces que j'ai, ma débrouillardise, mon côté fonceur vient du fait que, justement, j'ai pas tout cru dans le bec. Ouais, là. Moi, il a fallu tout cuit. Ouais, moi, j'avoue que cuit. Moi, un bel sushi, fait que tout cru dans le bec, j'aille pas ça. Je suis un gars de tartare. Mais c'est ça. Fait que, je pense que quand t'as ça, moi, j'en ai connu du monde là, qui l'ont eu la cuillère dorée, puis ils ont tout eu, puis ça n'a pas fait des bons adultes. Là. Non, ça fait des gens qui... Quand ça fait pas son affaire... ça chigne pour... c'est ça, exactement. Quand c'est pas, ça marche pas comme tu veux, là, je boude. Là, moi, quelqu'un qui boude, quand t'as 40 ans puis tu boudes, là,
il y a un problème. Ça marche pas. Là, sérieux, oui. Moi, je suis capable de te parler. Je vais pas bouder, me dire qu'est-ce qu'il y en est, puis si ça fait mon affaire, puis si ça fait pas mon affaire. T'sais. Fait que je pense que ça apporte à ce que j'ai vécu. Mais là, c'est ça, 18 ans. Dans le fond, moi, à 17 ans, je tombe en appartement. Mes parents ont acheté une petite maison sur le bord d'un lac. C'est un chalet 4 saisons, dans le fond. Moi, je suis un gars de Longueuil. Eux autres, ils partent dans l'Anaudière. J'ai le choix des suivre. Je travaille au centre-ville. J'ai mes petites affaires. Je roule les petites affaires aussi. J'étais avec mes chums. Je suis comme, mais je m'en vais pas à Saint-Calix, là, tout ça. Fait que j'ai gardé l'appartement qu'on avait à 17 ans. Puis, fait que c'est ça. Fait que déjà autonome, 17 ans, 18 ans, je rencontre, elle me laisse. Et là, c'est la fin de ma vie. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un, justement, Aujourd'hui, mon père, là, on se voit, là, on se hug, on se donne des câlins et tout ça. Mais j'ai pas vécu ça quand j'étais jeune. Moi, écouter la TV collé sur mon père ou collé sur maman. Moi, mes filles, là, on écoute des films, là, ils ont 12 ans, ils se battent quasiment pour être une par-dessus l'autre. Il faut être collé, là, ils aiment ça. Puis moi aussi, j'aime ça, mais je l'ai pas eu, ça. Fait que j'ai toujours manqué de cette chaleur-là. Puis je viens pas d'un milieu où on se dit qu'on s'aime puis qu'on se fait des câlins. On se le fait aujourd'hui, mais pas quand j'étais jeune. Ça se faisait pas, tu sais. Fait que moi, là, quand il y en a une, là, je t'aime, puis écoute, là, c'était, là, je te tiens, là, tu sais, il y a une chanson de Manu Militari qui dit ça, là, tu sais, les chaînes que j'ai mis à ses poignets, tu sais, c'est comme, je l'étranglais, là, tellement que je la tenais, puis je pense que c'est ce qui a pas fonctionné. Mais moi, ça a pété, là. Là, ça a pété mon cerveau, il a déclenché, mais je ne sais pas ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Là, tout ce que je sais, c'est que quand je sors de chez nous, le cœur me débat, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, je vais être malade, mais je me bats, je continue, je sors, je consomme, je fais rien d'autre. Je m'étais pogné un appartement à Montréal. Fait que là, je suis loin de mes chums. Mon char a cassé. Fait que là, je peux plus me promener. Je peux plus aller voir mes chums. Je vis dans un 1,5 à côté de la place Versailles. Puis là, ce que je fais, c'est je finis de travailler, puis je me gèle, puis je vais à job parce que j'ai pas les moyens de... Fait que là, je tombe dans une espèce de boucle. De spirale. Je suis capable d'aller travailler, mais on dirait que le reste, il y a une pression, il y a une boule. Je pleure, je frappe, je ne sais pas ce qui se passe. À un moment donné, je vais voir un médecin, puis je rentre dans son bureau, puis après, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis je fais juste ça. Prends mon pouls. Elle prend mon pouls, puis j'écoute, là, ta. Puis elle fait « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « J'étais dans la salle d'attente, tu m'as appelé. » C'est ça que ça fait, là. Qu'est-ce que j'ai, là? Pourquoi, quand il y a quelque chose qui, c'est moi, on me parle, faut que je sorte, faut qu'on m'interpelle, c'est la panique, je sais pas. Puis là, c'est là que j'apprends que je suis littéralement en dépression. Oh. Et très anxieux, peut-être? Et très anxieux, énormément. Moi, j'ai toujours été dans l'anxiété. Tu sais, je suis pas un gros batailleur, mais tu sais, je me suis battu quelques fois dans ma vie et c'est l'affaire qui me stresse le plus au monde. Tu sais, le dos barré tellement de stress, mais je peux pas le faire parce que sinon, je vais me faire manger à laine sur le dos, c'est ça, tu sais. Mais je veux pas, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un chum qui est dans la merde, je vais y aller, mais je vais y aller de reculons, anxieux, je veux pas, mais je vais y aller parce que c'est en moi, tu sais. Fait que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement anxieux. Fait que là, tout ça se mélange. En plus, j'ai cette fille-là qui fait du in and out, comme peut-être je vais revenir. Fait qu'on couche ensemble à repart. Fait que là, tu sais, écoute, ça me démolit à chaque fois. Puis là, je prends des médicaments. Ça fonctionne so-so. Mon frère vient chez nous et là, il voit dans quel état où je vis. Ça ressemble à quoi, là? C'est dégueulasse, là. On dirait une cabane d'un sans-abri, là. Des boîtes de bouffe partout. Il y a des sacs à vidange sur le balcon, des verres. Ça pue, c'est dégueulasse chez nous. Je paye plus mes comptes, je paye plus mes affaires. Je me lève, je vais travailler, je reviens, je me défonce. T'as 20 ans, genre, à ce moment-là? 21 ans? 19 ans à peu près. Et là, mon frère me ramène à Longueuil chez eux. Il vit avec sa blonde, il y a un 4,5. Il me fait un spot. Mon frère m'a sauvé la vie à ce moment-là. Parce que là, c'était un moment de ma vie où est-ce que je passe des soirées, le bain est plein, je suis assis à la bolle, puis j'ai un couteau dans les mains, puis... Tu penses à te tuer, là? Ben là, c'est comme si ça va être ça, ma vie. Ma vie, depuis que je suis jeune, c'est quoi ma vie? Rien. Et là, c'est ça, ma vie, de la marde. Fait que c'est quoi? Là, ça a passé de rien à de la marde. C'est quoi l'avenir? Fait qu'il n'y en a pas d'avenir. Puis tu sais, moi, c'est des idées que j'ai eues déjà très jeune parce que j'étais pas bien dans plein de choses. Tu sais, comme je te dis, le manque d'attention puis d'affection parentale, je l'ai pas beaucoup. Mais mon frère puis ma soeur ont énormément d'attention, mais pas pour des bonnes raisons, parce que sont
problématique. Mon père, moi, j'entends mon père passer des heures et des heures dans la chambre à mon frère à y parler. Mais moi, j'ai pas ça. Mon père, il me parle pas pendant l'heure parce que moi, ce que je fais, c'est rien comparé à ce que lui il fait. Moi, je rentre défoncé, mais je rentre. Mon frère, il rentre pas. Ma soeur, elle se passe. C'est tout le temps, tu sais... Drame et chaos. C'est très chaos. Fait que moi, j'essaie de pas trop prendre de place, mais en même temps, je veux de la place. Fait que tout ça, ça te fuck le mind. Puis, mon père, il fait comme, hey, t'as tellement raison aujourd'hui, mais je le sais pas. Moi, j'essaie juste de lui le ramener. Toi, t'avais l'air de bien aller. Ben oui, je sais que j'avais l'air de bien aller, mais je le disais pas que j'allais pas bien. Ça aurait été quoi la réponse? T'sais? Puis même mon père, je sais même pas à l'âge qu'il avait, comment il aurait réagi, ce qu'il aurait dit, il va dire, ah, ouais, on crée, c'est rien là dans ta tête, oui. Ça va bien, là, t'as de la bouffe, t'as du linge, là, la vie est belle, là, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, mon père, il serait hyper à l'écoute. L'homme qui est aujourd'hui, quand j'avais 8-9 ans, j'aurais dit ça, il m'aurait pris par la main, on aurait parlé, mais à l'âge qu'il avait, puis à l'âge que j'avais, je pense pas qu'il aurait eu les outils aujourd'hui à ce moment-là, tu sais. Fait que ça, c'est des idées que j'ai eues. Puis honnêtement, j'aime mieux pas y penser, mais je sais pas si mon frère était pas venu me sortir de cet appartement-là, puis s'il m'avait pas hébergé pendant quelques mois, je me suis refait une santé psychologique, une santé physique, une santé financière. Après ça, je suis reparti. Et la vie s'est quand même bien améliorée, mais tu sais, j'ai toujours regardé ça. Puis j'ai eu un autre épisode qui est revenu comme 2 ans après de dépression. À cause d'une fille encore? Non, là, je le sais pas. J'ai eu un attaque de panique dans un bar. Puis c'est ça qui arrive à un attaque de panique, là. Si t'en as jamais fait une, tu peux pas comprendre, puis je le comprends parce que j'en fais plus aujourd'hui, puis j'ai une de mes filles qui en fait, puis des fois, même moi, je le sais c'est quoi, puis j'ai de la misère à gérer. Je suis comme, mon amour, c'est rien, tu sais. Je suis quand même bon pour essayer de la ramener parce que j'ai développé des trucs qui sont peut-être pas les meilleurs, mais pour moi, ont fonctionné, fait que j'essaie de lui transmettre ces trucs-là. Mais là, j'étais avec quelqu'un, par exemple, justement, quand je te parlais, j'étais pas encore avec ma femme à cette époque-là, et là, j'étais avec quelqu'un qui, j'avais pas ce support-là. J'avais pas, tu sais, puis je me souviens d'avoir renouvelé ma prescription d'antidépresseur puis de me faire traiter de faible. Ouf. Tu comprends? Fait que, tu sais, ça aide pas. C'est violent, comme de fait, c'est pas une relation qui a duré non plus. C'est toxique. Fait que, tu sais, ça... Puis à un moment donné, ben, tu te dis, je reviens tout le temps à ça, ben là, je veux dire, qu'est-ce que je fais qui apporte quelque chose? Rien. T'avais pas de sens à ta vie. Mettons, je m'en vais, là. Mes parents vont avoir un peu de peine pendant une couple de mois, mon frère, ma soeur aussi, mais à qui? C'est qui mon meilleur ami? J'ai pas un meilleur ami. J'ai plein de chums. Encore aujourd'hui, j'ai 44 ans, moi, j'ai plein d'amis. J'ai jamais eu ça, un meilleur chum. Tu sais, j'en ai plein. J'ai des bons chums qui je peux compter, que je vais appeler à 3 heures du matin, ils vont être là. Tu sais, j'ai un meilleur chum, j'ai jamais eu ça. En fait, j'en ai une, c'est ma femme, tu sais. Parce que je peux tout te dire, c'est ma partner, tu sais. Mais tu sais, maintenant, tu te dis, mais à quoi je sers? Fait que, si je m'en vais, ça change rien. Ça change rien. Puis là, je vois ce que c'est depuis 20 ans. Puis là, tu me dis que j'en ai peut-être 60 encore. Arc. Mais à tous les gens qui nous écoutent, puis t'es peut-être pire que moi dans la mentalité de cette détresse-là. Tu sais jamais ce que la vie te réserve. Moi, à cet âge-là, si tu m'avais dit que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, je t'aurais envoyé chier. Puis si quelqu'un m'avait dit exactement ce que je suis en train de dire, je l'aurais envoyé chier. Fait que, en se disant ce mot-là, je me dis peut-être que, tu sais, j'ai tellement de monde, moi, qui sont passés à mon podcast puis qui sont allés plus loin que moi, là. Ils ont passé à l'acte, là. Ouais. Puis ils se sont manqués. Puis ils sont-tu heureux? Tu sais, pour en nommer un que tout le monde connaît, Étienne Boulay, tu sais, puis j'ai eu cette grosse conversation. Puis lui, il a juste été chanceux. Oui. Parce qu'il était dans une chambre d'hôtel, personne ne savait qu'il était là. Ouais. Puis il s'est manqué. Il s'est manqué, tu sais. Puis il s'est manqué. Médicaments, il y a médicaments, alcool, tout ça, puis il a wipé. Puis je me suis. Là, écoute, il faudrait que je réécoute l'épisode. Je me souviens pas s'il avait fait un pocket call ou si quelqu'un savait où ce qu'il était, puis on ouvert la porte. Sa blonde, je pense que c'est sa blonde, c'est ça. Mais tu sais, puis tu te regardes Étienne aujourd'hui. Écoute, si des affaires, il y a 3 business. Les business aux États-Unis, ça roule. Il est en shape, il y a une belle famille, il y a de l'argent, des business post-football va super bien. Fait que, tu sais, mais à ce moment-là, il était comme, mais, tu sais, j'ai fait une promesse à ma fille, puis lui, c'est ça, c'est qu'il a fait une promesse à sa fille, puis il a rechuté, puis il a fait, hey, je serais pas ce père-là, jamais autant mieux m'en aller. Mais non, ta fille est bien mieux avec. Un père qui fait des erreurs. Fait que, tu sais, mais ça te suit jusqu'à m'amener où ce que j'ai fait. OK, là, je sers à quelque chose. Moi, à partir de 25 ans, là, j'ai commencé à.
OK, même non plus tard que ça. Ben, à partir du moment où j'ai rencontré ma femme, ça a quand même mieux été. J'avais 23, 24, moi, 24. Puis, ma vie allait quand même bien à ce moment-là. J'ai eu des passes plus difficiles, mais là, j'avais des projets avec quelqu'un, du concret. J'avais projet d'acheter une maison. J'avais projet d'avoir des enfants. Là, la vie fait en sorte que je peux pas avoir d'enfants. Ouais, j'ai su ça. Fait que là, t'as un autre bâton. Moi, là, ça a toujours été, j'ai toujours voulu une famille. Comme je t'ai dit, une personne m'aime. Fait que je veux la garder, puis je vais créer quelque chose. J'ai pas eu la vie familiale que j'ai voulu, puis j'enlève rien à mes parents. J'ai quand même une enfance normale et quand même belle. Là, j'ai pas été battu, j'ai pas, tout ça. J'ai pas été violé, j'ai pas été battu, mais il y a des lacunes que j'aurais aimé que. Puis moi, je veux recréer ce que j'aurais. Mon idéal. Ce que tu aurais voulu avoir. Puis je l'ai pas créé, là, on s'entend, l'idéal, ça n'existe pas. Je suis pas. Je considère comme un bon père, mais je veux dire, je suis un père sévère. Je suis prompt des fois, tu sais, fait que je suis un peu des. Tu fais des erreurs. Mais j'ai jamais touché à mes filles, mais des fois, verbalement, je peux parler très fort pour des raisons qui sont pas nécessairement la médication m'aide beaucoup. Fait que. Ouais. Fait à partir de ce moment-là, je fais OK, là, ma vie a peut-être un sens. Et là, là, c'est ça. Là, t'as les bâtons dans les roues de tu peux pas avoir d'enfant. Fait que là, Attends, mais c'est toi qui peux pas avoir C'est moi. C'est toi qui C'est moi. Ben, en fait, c'est naturel. Je peux avoir des enfants, mais naturellement, c'est à peu près impossible. Mais il y a de la... T'es fertile. Je suis pas 100% infertile. Mais c'est juste que le pourcentage de spermatozoïdes fertiles est très minime. L'était, écoute, dans la vingtaine. J'imagine même pas aujourd'hui ce que ça doit être. Ça doit être dégueulasse aujourd'hui. Sais-tu pourquoi? Non, on l'a pas poussé parce qu'on aurait pu pousser, parce qu'on s'est rendu en clinique de fertilité aussi, puis tout ça. Oui, ça, je veux que tu m'en parles. On aurait pu pousser ça plus loin. Est-ce que c'est génétique, si ça? Puis là, je fais comme... Qu'est-ce que ça change de le savoir? Mais c'est parce que si tu arrives à avoir des enfants en clinique de fertilité, ben, tu vas pouvoir dire à tes enfants que c'est possible que, Chris, quand mes enfants vont être rendus à l'âge d'avoir des enfants ou de comprendre, peut-être leur dire, hey, nous autres, ça a été compliqué, on vous a eu en fertilité. Fait un jour, quand vous allez essayer d'avoir des enfants, si ça ne fonctionne pas, dites-vous que c'est possible que. Je ne suis pas obligé d'aller passer des tests. Déjà qu'on dépensait énormément d'argent en clinique de fertilité à l'époque. Fait que. Mais ça fait quasiment 20 ans de ça, donc, que tu as passé le processus? Non, un peu moins que 20 ans, parce que ça fait 20 ans que j'étais avec ma femme. Mais écoute, mes filles ont. À peu près ça, parce que mes filles ont 12. Là, fait que c'est que le gouvernement payait les traitements, mais tu as beaucoup de choses qui viennent avec les traitements, dont des médicaments, Fait que là, on apprend ça. Fait que là, on commence les cycles. Ma femme, là, écoute, en plus de ça, ma femme apprend dans la vingtaine qu'elle a la réserve ovarienne d'une femme de 40 ans. Puis elle est dans fin vingtaine. Fait que là, on arrive en clinique à avoir des embryons. Puis là, écoute, ma femme là, a fait un gros processus d'hyper... en tout cas, elle se fait shooter aux hormones. Moi, j'écoute, j'étais à la job, faut que je parte de la job pour la piquer dans le dos à tous les jours. Des hormones, c'est de l'hyperstimulation pour provoquer beaucoup d'ovules, pour pouvoir récupérer beaucoup d'ovules, les congeler. Puis finalement, nous autres, c'était un chat. Ça a tout fucké ma femme. On a réussi à avoir genre 4 ovules. Ils en ont sorti genre 18, mais il y en avait 4 de bons. On arrive à avoir des embryons, donc c'est-à-dire qu'ils prennent un de mes spermatozoïdes, un de ses ovules. On arrive à avoir donc un embryon qui est implanté dans ma femme. Fait que ma femme a été enceinte cliniquement 3 fois. Les embryons, ça fonctionne jamais. Les embryons ne collent pas, ne restent pas. Fausse couche, donc? Ça devient une fausse couche? Non, parce que c'est tellement petit. C'est juste qu'en dans le fond, ils t'injectent l'embryon. Une semaine plus tard, tu fais un test de grossesse et avec, tu retournes et tout ça. Puis là, après, quelques jours après, ils t'appellent puis ils te disent ça fonctionne. Fait qu'on fait un suivi ou ça fonctionne pas. Puis nous autres, ça fonctionne pas à chaque fois. Pendant combien de temps? Écoute, ça a échelonné sur à peu près 1 an, mais tu sais, entre-temps, nous, on se dit, ben écoute, si on est à ce point-là pas capable, on va adopter. Fait qu'on peut dire 1 en clinique, puis 1 adopté. Fait que là, on va s'informer pour l'adoption. Et là, on apprend que c'est 5 ans d'attente. Parce que au Québec, là, attends un peu. Au Québec, c'est 5 ans d'attente. Passer par la DPJ pour adopter. Mais tu sais, nous autres, on a commencé, tu sais, la clinique de fertilité, ça fait longtemps, là, on est sur la liste parce qu'on sait que ça va payer, que le gouvernement va payer, mais ça ne paye pas encore. Fait que tu sais, on est sur la liste. Fait que pendant qu'on est sur la liste d'attente, on commence ce processus-là, on apprend. Fait qu'on là, on se fait dire 5 ans d'attente. OK, parfait. Là, en même temps, il y a la clinique de fertilité, puis tout ça. Fait que 2 ans plus tard,
On prend la décision. Là, on a fait des tests en clinique et tout ça. On est tous dans ce processus-là. J'ai un collègue de travail qui me parle de famille d'accueil. Il lui dit, moi, j'ai été famille d'accueil. Puis ça. Puis à un moment donné, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, hey, on n'est pas capable d'en avoir. Ça va bien. On a une maison. On a les moyens. On devient-tu famille d'accueil? On va en aider. À défaut d'être capable d'en avoir, il y en a qui ont besoin d'aide, on va en aider. Fait qu'on est sur la liste d'adoption. On est en clinique de fertilité. On se dit, pourquoi pas, on va essayer. On va aller s'informer famille d'accueil. Et c'est les mêmes rencontres, famille d'accueil, adoption. Okay. S'ils font des rencontres à l'époque, là, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas. Et là, au moment où nous, on pense qu'il reste 2-3 ans à l'adoption régulière, là, on apprend que la liste est rendue à 7 ans d'attente. Ah oui, pourquoi c'est long? Bien, parce que c'est pas beaucoup de gens qui mettent un enfant à terme et qui le donnent en adoption. Puis là, il faut que ça soit dans ta région. Parce que la DPJ, les centres de jeunesse, c'est tout sectionné par région. Fait que Laurentides, Lanaudière, Montréal, Longueuil. Fait que c'est très séparé. Fait qu'il faut qu'il y ait une maman qui donne naissance, qui fait « je le donne en adoption », puis les prochains, ça liste, c'est vous autres, puis ça fit avec... Parce que les critères que toi, tu mets. Recherches, mettons. Puis c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il existe aussi famille d'accueil banque mixte. Donc, c'est famille d'accueil banque mixte, c'est une famille d'accueil dans le but est d'adopter. OK. Ça veut dire que les enfants qui vont être placés chez vous sont à haut pourcentage de chances d'être adoptables, mais ce n'est pas une certitude. OK. Ils ne sont pas nécessairement bébés. Ils ne sont pas nécessairement bébés. Là, c'est là que tu... Fait que là, nous autres, on fait comme, pourquoi pas? Why not? Rendu là, on essaye. Fait que là... T'as quel âge à ce moment-là? 28 ans? 29. 29 ans. 29 parce qu'on s'est mariés l'été d'après, on avait 30 ans. OK. Fait que là, on est là-dedans. OK, 0-3 ans, c'est ça. Là, tu as la question. Fratrie. Question fratrie, ça veut dire, si, mettons, tu te dis, moi, je veux adopter un bébé. OK. D'accord, on a un. Mais il y a une petite sœur de 7 ans qui est en centre jeunesse, puis elle est abusée, puis elle a vécu ça, puis elle l'a vécu avec ses parents. C'est pour ça que le bébé, il n'est plus là, il n'est pas là, lui, parce qu'elle a vécu ça. Prends-tu la petite sœur? Là, tu as du monde qui va l'adopter, qui font pas sûr que j'ai envie de me taper un enfant de 7 ans qui arrive avec des son bagage. Ouais. Mais nous autres, on fait comme, on ne séparera pas une famille, impossible. Nous autres, tu coches oui. L'affaire, c'est que demande à n'importe qui va adopter, hey, j'ai 2 jumelles, bébés naissantes, à l'hôpital, ils t'attendent. Tout le monde va dire oui, mais t'as dit non à fratrie. Fait que t'es pas éligible à eux autres. Okay. Fait que nous autres, on fait un long processus pour être accepté comme famille d'accueil. Et là, une semaine avant on a la date, on dit cette date-là, on va vous appeler pour dire oui, vous passez, non, vous passez pas. Une semaine avant, on reçoit l'appel. Alors, on a présenté votre... Puis nous, si on est qualifié comme famille d'accueil, là, peut-être dans la prochaine année, parce que l'adoption banque mixte, famille d'accueil banque mixte, il n'y a pas d'attente. Ah. C'est comme il y a de la demande, là, tu sais. Okay. Parce que c'est ça, c'est des enfants qui sont enlevés, tu sais, de leur famille et tout ça, tu sais. Nous autres, on se dit, si on est accepté, peut-être dans la prochaine année, on va se faire présenter un projet, tu sais. Ouais. Puis là, finalement, écoute, ils nous font qualifier famille d'accueil une semaine d'avance. Ils présentent notre dossier verbalement parce que sur papier, il n'est même pas encore prêt à l'équipe, à leur patron. Puis ils font, parce qu'elle dit, on a le projet, ça fit avec vous autres, l'enfant. Mais en fait, c'est les enfants, c'est des jumelles, On peut-tu venir vous voir vendredi? OK. Ils appellent le mercredi. Vendredi, on est là. Là, écoute, là, c'est parce que là, ils sont à l'hôpital, ils vont... Mais là, ils ont quel âge, les petites? Ils sont à l'hôpital, là. Naissantes. Ils sont naissantes. Okay. Naissantes. On est un vendredi, ils sont nés le 10... En tout cas, ils sont nés au mois... Ouais, j'aime pas, je veux pas trop, en tout cas. Ouais, OK, c'est correct. Je pensais que ça rappelait pas. Oui, non, c'est juste que c'est beaucoup d'informations. Ouais, fait dans le fond, sont à quelques semaines de leur... Sont nés, ça fait quelques semaines, sont nés prématurés, sont à l'hôpital. OK. On est vendredi, ils nous disent lundi matin, il faut aller les chercher. Mais non. Là, nous autres, on a une chambre vide. Parce qu'il faut que tu sois prête quand même. Fait que nous autres, on a une chambre. Et là, on se fait dire, là, la chambre pour 2 enfants, selon les noms de la DPJ, il manquerait comme genre 2 pouces. Oh. Mais l'autre chambre est parfaite. L'autre chambre, il y a un piano, puis il y a une machine à coudre industrielle. Puis, OK, fait que pendant la fin de semaine, fait venir des déménageurs de piano, déplace ça. Là, on va voir un ami, une coquille, un autre, une coquille, un autre. On n'a rien. On attend peut-être un enfant 0-3 ans dans la prochaine année. Puis là, finalement, le lundi arrive, là, finalement, les enfants, écoute, ils ont été transférés, ils ont fait une pneumonie, tatati. Là, ils font comme, mais, elle dit, le projet, on n'est pas sûr. Il y a un oncle,
Parce que la famille biologique passe en premier de tout. Là, elle dit, il y a un oncle qui est dans le portrait, peut-être les parents, il faut leur laisser la chance, ça. Fait que, tu sais, il n'y a rien de sûr dans toute cette histoire-là. Fait que, mais nous autres, on fait comme, hey, ça fait des années qu'on attend, let's go, on s'essaye. Au pire, on va les avoir aidés. Au pire, ils vont vivre dans... J'aime mieux qu'ils soient là que dans une famille qui s'en fout ou dans un centre jeunesse ou, tu sais, dans une pouponnière que... Fait que let's go, on fonce. Fait que elles sont âgées, quand elles ont été âgées de 7 semaines, on avait eu la chance d'aller les voir à l'hôpital, puis après ça, on est allé les chercher à une date qui était déjà, c'était une date qui était extrêmement importante. En fait, la date que j'ai rencontré ma femme, la journée qu'on s'est rencontrés, c'est la même journée des années plus tard, mais qu'on est allé chercher nos filles à l'hôpital. Fait que c'est devenu une date très symbolique dans notre famille. Puis c'est ça. Fait que là, écoute, là les bang, OK, on part, on a 2 bébés, là, tu sais. Fait que la vie, elle change, là, tu sais, ça change. Puis là, il y a des rencontres avec les parents, des PJ, des suivis. Les parents biologiques? Ouais, 2 fois par semaine. Puis parce qu'ils sont obligés de laisser la chance aux parents de se reprendre ça. Rapidement, quand même, rapidement, à 1 an et demi, je pense, on obtient un placement majorité. Ça veut dire que les filles sont chez moi jusqu'à l'âge de 18 ans. OK. De la cour, c'est clair. Mais c'est pas mes enfants, là. Ben non. Fait que si je veux voyager, faut que tu aies la permission de la DPJ, puis ici, puis ça. S'il se casse un bras, j'ai des rapports à faire, puis tu sais, c'est tout ça. Et juste avant qu'il commence l'école, à 5 ans, on a eu l'adoption. Wow. Fait qu'on on a eu une adoption finale à 5 ans. Mais tu vois, tout ça. Puis à un moment donné, même, moi, ma femme, on s'est mariés parce qu'on a toujours voulu se marier. Puis à un moment donné, on était assis sur les marches de la cour, puis là, c'était la fertilité. On se faisait dire que ça marchait pas, puis c'était non, puis là, ça n'a pas collé. Puis c'est fait, on se marie dessus, là, on va changer là, les bébés, là, fertilité, là, on était juste là-dedans, là, ça nous bouffait. Là. C'est sûr. Puis avant tout ça, c'était comme, hey, j'étais à bonne température, il faut le faire. C'est comme, là, on couche ensemble, pas par plaisir, par obligation. Fait là, c'était comme, hey, c'est lourd, là, on a un autre projet. Fait qu'on avait mis un peu ça sur la glace. Puis on a reparti le projet. Là, on est rentré en fertilité, puis ci, puis ça. Puis là, c'est là, à Mané, la dernière fois, c'était justement, c'est drôle, puis pas drôle en même temps, mais c'était comme mon enterrement de vie de garçon, son enterrement de vie de fille. Puis 2 heures avant qu'on parte chacun de notre côté, on a eu l'appel disant que la dernière fertilité n'avait pas fonctionné. T'sais. Aïe. Fait que, nous autres, on était tous, hey, t'imagines-tu au mariage annoncer ça? Parce que ça fait des années que le monde, là, Pi. Il y a du monde qui essaie pendant 10 ans. Hein. C'est débile. Comment. Il y a un podcast qui s'appelle Les Infertiles aussi qui en parle. J'ai participé quand l'été, ça sort dans les prochains jours. Moi, écrit justement ce matin. Mais, tu sais. Je peux même pas m'imaginer comment ça doit être de vouloir à ce point. Moi, ça a été vraiment facile. Puis il y a des gens pour qui c'est vraiment facile. Puis j'ai des amis que ça ne l'était pas. Puis ça doit tellement être. Ça doit faire vivre une genre de détresse, en fait. Mais tu sais, moi, honnêtement. Puis ce qui est rough aussi, c'est de te rendre compte à quel point je nous considère des bons parents. Ouais. Nos filles sont quand même... Ils vivent dans à Ville-Lorraine, dans une maison. Ils vont à l'école. Ils vont aller au secondaire l'année prochaine à l'école privée. Je veux dire, tu comprends? Ils ont une belle vie, ils voient pas... Il n'y a pas de consommation. Ils m'ont jamais vu défoncer au point de m'écraser à terre, de me planter puis de vomir partout tellement que je suis sous. T'sais. Ils m'ont déjà vu un peu funné, c'est maman qui conduit, mettons, là, parce que j'ai pris 2 verres de vin, puis je bois tellement jamais que 2 verres de vin. Je suis comme juste, tu sais, ce que j'essaie de même pas qu'il arrive, mais des fois, tu t'en rends même pas compte, tu fais comme que 2 verres de vin. Un deuxième, il était bon, tu sais. Ouais. Tu bois tellement jamais, tu fais, OK, j'ai les gencives qui chatouillent juste avec 2 verres, tu sais. Fait que j'ai la chance, comme je disais tantôt, d'être capable de juste me limiter à ça. Ouais. Fait que, tu sais, ils vivent, puis de l'autre côté, puis genre, on en parle souvent dans mon podcast de DPJ, puis j'ai tellement d'invités qui ont passé par là, puis avec des parents tellement merdiques. Puis tu sais, tu fais comme... Il y en a pour qui c'est tellement difficile, puis qui n'y arrivent pas, puis qui seraient tellement des bons parents, puis il y aurait tellement des enfants qui seraient épanouis, puis t'en as d'autres qui vivent dans des... qui naissent dans des quasiment crack house avec des parents alcooliques, drogués, qui s'en occupent violents, abuseurs, tu sais. Qui peuvent pas s'en occuper. Moi, des fois, je me demande pourquoi... mettons des femmes qui vont continuer de faire des bébés, puis sont pas capables de s'en occuper, c'est comme, pourquoi qu'on... C'est tellement triste. Moi, je considère que c'est de l'insouciance, C'est notre... Mais aussi, à un moment donné,
Ben, ils sont malades, là. Ils sont très... Ben, tu sais, c'est comme, ah, mais mon chum, il aime pas ça, les condoms. Enfin, il dit qu'il va sortir, mais là, il s'est parti, là, je tombe enceinte, puis je vais pas me faire avorter parce que mon chum, il veut pas me faire avorter. Je suis comme, tu sais, mais tu sais, là, ce que je généralise, mais tu sais, c'est comme, puis la fille que j'imite en ce moment, c'est pas une conne, mais c'est peut-être une fille qui est dans une relation abusive de quelqu'un qui peut prendre ses propres décisions parce qu'elle vit dans une situation où ce qu'elle est pas, tu sais. Fait c'est ça, tu sais, il y en a, tu sais. Il y a des histoires pour chacun. Ben, des gars qui veulent devenir père, puis quand ils deviennent père, ouais, mais moi, je suis père quand ça me tente. Toi, tu t'en occupes, puis moi, une fois de temps en temps, on va l'amener à la ronde, puis au restaurant le dimanche, c'est ça pour moi être père. Pour moi, c'est pas ça être père. Ben non, c'est mais vraiment écoute, pas la ça. vie est faite comme ça, malheureusement. Puis, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a tellement de gens qui partent avec 3 strikes. Ouais. Puis en moins. En moins, c'est ça, tu sais, avec 3 prises. Puis, t'en as d'autres qui partent à moins 2 parce qu'ils sont même pas capables de le faire. Tu sais, t'en as qui, hey, ce bébé-là qui vit dans cette situation-là pourrait tellement être dans cette famille-là puis les autres, ils se regardent puis elles tombent enceintes. T'sais. Ouais, genre, tous qui tombent enceintes. Puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est fou parce que, tu sais, c'est débile. Tu sais, c'est pas une invitation, mais tu sais, je veux dire, moi, avec toi, tu serais peut-être tombée enceinte comme ça. Ça aurait pu arriver. Peut-être, oui. Puis ça donne que moi puis ma femme, moi avec mon problème, puis elle, et on s'en allait pousser sur ses problèmes à elle, pourquoi est-ce que ça colle pas? Puis là, les filles sont arrivées, puis on a juste fait la clinique, fuck you, là, tu sais, on en voulait 2, on a 2 one-shot, puis on arrête ça, là, tu sais. Non, c'est fou, pareil, la vie, comment qu'elle vous a présenté ce cadeau-là, tu sais, c'est... on est choyé, incroyable. on est, tu sais, puis, tu sais, des fois, tu te dis, moi, là, je suis pas quelqu'un de croyant dans la vie, là, tu sais, pas au niveau. À un moment donné, j'ai lu sur l'athéisme, puis j'ai fait, ah, non, je peux pas dire. D'abord, t'es agnostique. Ouais, c'est ça, parce que je peux pas dire athée parce que je suis comme. Tu sais, il y a des choses que je peux pas expliquer, que la science peut pas expliquer. Je me dis, il y a peut-être quelque chose, mais tu sais, je suis pas religieux, disons. Je vais aller comme ça. Spirituel, peut-être. Ben, tu vois, oui, parce qu'au niveau, je crois énormément au karma. Ouais. Tu sais, puis. Moi aussi. Puis, tu sais, je me dis, il y a du monde qui n'auront peut-être pas cette facilité-là, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Mais moi, malgré que j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie, je me suis toujours considéré comme une bonne personne. J'ai jamais été une personne j'aurais jamais j'attaquerais quelqu'un physiquement sans motif. Non, mais. Parce que je veux pas rire, mais c'est dans le sens. Je comprends que juste attaquer quelqu'un, c'est déjà. Mais tu sais, non, mais dans le sens que ça va être pour défendre. Si tu m'as attaqué, une époque, c'était si tu m'as insulté, si tu me devais de l'argent, si tu cherches la merde. Tu sais, tu comprends? Il y avait un motif. Je comprends. Mais de dire, moi, chercher la merde pour que ça se passe. Tu feras pas ça, là. Ça n'a jamais été en moi, ça. Tu sais, je vais toujours aider. Tu sais, j'ai vu un monsieur à un moment donné, triporteur sur le coin de la rue, il avait de l'air fucké. Je suis arrêté avec mon pick-up, ça marchait pas. Je l'ai assis dans mon truck. Là, il y avait un autre passant. J'ai dit, peux-tu m'aider? J'ai pris un triporteur dans mon. Je sais pas c'est qui ce monsieur-là. Je suis juste allé le porter. Tu sais, j'étais au coin de la rue chez nous, une femme m'a amené sa roue de truck. Elle tout croche à ses bottes. Ben, j'étais allé chez nous, j'étais allé chercher mon jack, j'ai redéfait, puis j'étais capable d'y remettre 2 bottes. J'ai comme, si tu te rends chez vous tranquille, mets-toi c'est hasard, tu vas te rendre, ta roue va pas débarquer, parce que les stades devaient. Mais tu sais, c'est en moi. Fait que je considère que je suis une bonne personne, puis je pense que quand t'es ça, il peut t'arriver des bonnes choses. Ça veut pas dire parce que tu fais que du bon, il va t'arriver que du bon, parce que de la merde, j'en ai eu, j'en ai fait, j'en ai vécu. Mais moi, je pense que, tu sais, quand tu t'apportes des bonnes choses, il y a des chances que. La vie te l'ordonne. Si t'es toujours dans le négatif puis tu fais que du négatif, c'est rare que le positif va se pointer parce que si t'es dans un état toujours négatif, puis moi, je l'ai été longtemps dans un état négatif, justement, puis qu'est-ce que ça a fait? Ça faisait juste boule de neige. Je suis pas bien, j'haïs tout le monde m'haït, puis là, je vais consommer, puis là, je consomme parce que je pense que je me sens mieux, mais je me sens pire. Fait que tu tombes, tout est négatif. T'es une victime aussi, tu deviens une victime de ton propre cerveau, en fait. Tu deviens, t'es les victimes et bourreaux à la fois. Oui, exact. Tu t'auto-fais mal. Puis on est les meilleures personnes pour se mentir à soi-même, si on va se le dire. Là. On est vraiment les meilleurs. Non, ça va bien. Non, j'ai pas de problème. Puis tu sais, moi, quand j'ai démissionné l'été passé de mon travail pour vivre à 100%, ma femme, à un moment donné, tu sais, j'avais une job 40 heures. J'avais des spectacles d'humour. J'avais le podcast qui roulait quand même déjà très bien et j'étais seul, donc je gérais tout. Je suis un papa, j'ai de l'immobilier. Puis j'avais tout ça et j'étais là dans une spirale, mais je m'en rendais pas compte. Puis c'est ma femme, à un moment donné, qui a levé le flag, qui me connaît bien, en fait, je pense que tu vas pas bien. Tu sais.
Puis tu vois, à partir du moment... Là, je suis allé voir un médecin, puis la seule chose que je peux arrêter en ce moment, c'est ma job. Fait que je me suis fait mettre en arrêt de travail parce que là, je chantais. Moi aussi, tu sais, il y avait des moments où je chantais que j'allais pas bien. J'avais recommencé des fois à faire des petites attaques de panique que j'arrivais à contrôler, mais la boule était là, je la sentais. Puis tu vois, à partir du moment où j'ai tiré à plat sur ma job 40 heures, j'ai tombé. Ah ouais? Parce que là, j'étais dans une spirale. Physiquement, tu veux dire, tu es tombé physiquement? Parce que là, j'étais sur un high. Tu sais, que je parlais du TDA, là, j'étais sur un high. Fait que le high, puis là, je le tenais, le high, puis j'avais pas le choix de le tenir. Puis là, à un moment donné, j'ai pu avoir un down. Fait que le down, il est arrivé, mais il y a un 2x4 dans le front, là. Là, écoute, là, je faisais les shows que je pouvais faire. Et c'est là que j'ai commencé à me bâtir une équipe avec le podcast, parce que là, fait que là, je me bookais plus de shows. Je faisais juste les petits shows que j'avais de booker. Écoute, j'ai passé 6 semaines. Et là, j'ai recommencé les antidépresseurs. Mais moi, c'est un médicament qui me fait pas. Tu vois, les médicaments de TDA me font, les antidépresseurs, moi, les effets secondaires sont... C'est quoi ça faisait? Ben moi, c'est au niveau d'emboule, au niveau de la sexualité. Là, ça éteint tout. Ça éteint tout. Puis moi, je considère que le sexe est un meilleur antidépresseur qu'un antidépresseur. Fait que là, Jim, puis le sexe, c'était juste de me recentrer, de me calmer. Puis d'être moins, là, tu sais, j'étais 90-100 heures semaine. Je sais même plus. Je fais un show à Québec, le lendemain. Tu sais, des fois, là, je partais, là, je finissais à 4h30, je partais pour Québec, je faisais un show, je revenais chez nous, je dormais. Fait que je recevais 1h30, 2h du matin, je me couchais, je me relevais à 6h, j'allais travailler. Non. Là, je tournais un podcast après la job. Là, je faisais le montage sur mon téléphone en m'en allant travailler. Je chauffais avec mon char, puis je faisais du montage. Tu sais, ça n'avait aucun sens, ma vie. Tu sais. Fait que là, j'ai réussi à me recentrer. À t'équilibrer, là. Mais tu sais, à un moment donné, il a fallu que je fasse... Est-ce que je lâche ma job? Parce que moi, je suis arrivé à un moment donné, quand ça a commencé, puis que le podcast allait bien... Ouais. Ça fait combien de temps le podcast, mettons? Ça vient de faire 2 ans. 2 ans seulement, mon Dieu? Oui, non, ça a explosé rapidement. J'ai probablement le podcast qui a eu la plus grosse courbe de succès rapidement, quand même, vraiment. Puis quand j'ai ouvert mon Patreon, j'avais lancé un chiffre à ma femme en disant « Hey, si un jour j'atteins ce nombre de Patreons-là, je démissionne. » Mais j'ai dit ça, jamais je vais atteindre ce nombre de Patreons-là. Et quand j'ai été mis en arrêt de travail, le lundi, je recommençais à 2 jours semaine, 3 jours semaine. Bien, le vendredi d'avant, j'ai atteint ce chiffre-là sur Patreon, que j'aurais jamais pensé atteindre. On parle de quantité de gens ou de chiffres? Quantité de gens. OK. De gens. J'étais comme à tant de membres Patreon, à ce prix-là. Ça fait ça. C'est une belle vie. C'est peut-être plus un sideline, là. Ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Tellement. Mais en même temps, c'est quelque chose de gros, par exemple, parce que tu fais, oui, là, c'est cool. Ça dure combien de temps, ça? Ce podcast-là, il dure combien de temps? Les Patreons, ils vont-tu rester, là? C'est sûr. Ça reste de l'insécurité, là. Puis là, c'est là que quand on parle d'une bonne équipe, c'est là que je me suis assis avec ma femme qui gagne bien sa vie aussi. Puis elle a fait, écoute, je vais être là. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que, puis tu sais, à partir du moment où, finalement, le fameux lundi, je suis rentré, mais pour démissionner. Wow. Après 6 semaines d'arrêt, je pense que ça faisait à peu près ça, 6-7 semaines, j'étais en arrêt de travail. Fait que je suis rentré, j'ai démissionné. Comment tu mets de l'équilibre aujourd'hui, mettons, dans tout ce feu-là, là, cette créativité-là qui t'habite? La chance que j'ai avec le podcast maintenant, c'est que, puis c'est ça que j'allais dire, à partir du moment où j'ai démissionné, il a juste encore pris plus d'ampleur. C'est clair, t'avais du temps. Parce que je mettais plus de temps, plus d'énergie. J'ai engagé un monteur qui m'a fait des extraits vraiment beaucoup plus punchés que ce que moi, j'arrivais à faire 4 cotes puis mon téléphone. Que je suis pas un monteur, je suis zéro technologie dans la vie. C'est quelqu'un qu'on s'était déjà croisé. Okay. Il m'avait écrit. Il m'a fait une proposition parce que c'est un monteur qui fait pratiquement tous les gros podcasts au Québec. Okay. Il m'a fait un deal parce que j'avais un podcast différent, puis ça pouvait l'amener à faire un montage différent. Tu sais, que des choses drôles, de l'humour, tout ça. Ouais. Ça va me faire d'autres choses de différents, puis j'aime vraiment ton podcast. Je pense que tu peux avoir d'autres choses. Fait qu'il m'a fait vraiment un prix d'amis. On a commencé à avoir des extraits. Les extraits ont été payants au niveau de la visibilité. Ouais. Fait que là, plus les gens disent « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Fait que là, ils vont découvrir, ils l'écoutent, les chiffres augmentent. Fait que là, tu fais « Hey, commanditaire, tu peux payer un peu plus cher. » Puis « OK, ben un peu plus de Patreon. » Puis « Oh, ben YouTube, plus de vues, plus d'argent. » Fait que tu sais, fait que ça a commencé à se bâtir. Fait que là, bon, OK, je gagne encore plus. Fait que là, mon monteur, ben OK, je peux te donner un peu plus d'argent, mais monte les épisodes maintenant aussi, pas juste les extraits, tu sais. Puis la manée, là, ça roule. Puis la manée, ça roule, mais c'est comme, hey, c'est quand même beaucoup, là, pas aussi. Puis là, à la manée, je parle avec mon monteur, qui est devenu un ami maintenant. Puis je dis, là, j'ai un problème parce que j'adore faire mon podcast. Mais j'haïs tout le reste. J'haïs faire des thumbnails, j'haïs faire les descriptions, j'haïs les poster, j'haïs poster des extraits, j'haïs faire des stories. Moi, je suis pas de la génération, je me prends en selfie dès qu'il se passe quelque chose, je pogne une photo, j'ai un accident de char, je vais aller aider les gens, je vais pas le prendre en photo. Moi, tu sais,
Je comprends. C'est là que lui m'a présenté ma collaboratrice, Catherine. Puis depuis, là, je suis avec elle. Là, fait que ça m'a libéré énormément de place. Et là, maintenant, ce qui est le fun, c'est que c'est un projet qui roule tout seul. Ouais, je comprends. Fait que là, je peux mettre de l'énergie, tu sais, comme le papa. En humour. Fait que là, je suis en train d'écrire mon deuxième show en ce moment. Tu sais, j'anime. Un autre podcast. Et là, ben là, je commence. C'est ça. On a tourné, en fait, un premier épisode la semaine passée qui sortira. Il va peut-être sortir un jour. Quand celui-là va marcher, dire hey, le premier qu'on a tourné, c'était ça. Puis là, il y a plein de. Tu sais, c'est comme quand on fait de l'humour, on écrit un nouveau numéro, on appelle ça une V1, une version 1. Tu vas la tester, tu fais comme OK, ça n'a pas ri là. Mais ça rit là, ça, il y a des affaires, puis là, tu vas le retravailler. Fait que ce premier épisode, c'était ça. Tu sais, on l'a filmé, on l'a regardé, on fait. No. Ouais, ça, c'est bon. Mais moi, je suis un gars freestyle dans la vie. Sauf en humour, je veux dire, sur scène, mais je suis écrit, je suis très à virgule. Mais en podcast, en conversation. Puis là, c'était trop écrit. Il y avait trop de questions. On avait trop d'angles de on veut faire ça. Fait que là, on s'est tellement mis dans des boîtes que c'était plus nous deux. Parce que j'ai un co-animateur qui est Vincent C, qui est un humoriste magicien. Ah, OK. C'est trash aussi. On se retrouve même âge, même style d'humour. Puis on habite pas loin. Fait que tout. C'est quoi le sujet de ce podcast-là? En fait, là, je ne vais pas trop en parler parce que si la semaine passée, tu m'avais dit, je t'aurais dit quelque chose de complètement différent, mais après ce qu'on a vu, on a fait, OK, en fait, c'est pas tant un podcast, plus un talk show. On veut vraiment le faire au niveau talk show. Fait que le décor est très talk show, justement. Puis ça va être un talk show dont vous êtes le héros. OK. En gros, ce qu'on veut, c'est que notre invité ne vienne pas parler de tout ce qu'il parle dans tous les podcasts qu'il fait. Tu sais, comme moi, tu me reçois, puis je parle, puis je n'ai fait des podcasts comme invité, et souvent, je parle des mêmes choses, puis c'est normal. Mais tu sais, si, mettons, je me faisais inviter à le nouveau show qui s'appelle Winnebago, thé et feu d'artifice. Fait que là, avant de venir, je dirais, de quoi tu veux parler? OK. Qu'est-ce qui te passionne? De quoi tu parles jamais? C'est quoi tes passions? T'as-tu un autre talent que ça pour qu'on te connaisse? C'est-à-dire faire des entrevues puis faire de l'humour. Fait que tu sais, on va aller là. Puis après, il va y avoir des jeux aussi avec des choix que notre invité, lui, va avoir fait des choix, mais aucune idée de ces choix vont amener quoi. OK. Fait que là, ça va être la portion où, tu sais, c'est une surprise. C'est dont tu es le héros. Donc, tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est sur tes choix à toi. Ouais, OK, ouais, je comprends. Fait que ces choix, mais tu sais, puis les choix qu'il va faire, ça veut rien dire. Là. OK. Tu sais, petit ou grand. Mais nous autres, on le sait, si tu choisis petit, c'est quoi, puis on le sait. Okay. Mais toi, tu le sais pas. Fait que ce qui va se passer, c'est par rapport au choix. Fait que, tu sais, puis nice. Dans l'humour, dans la bonne humeur, puis dans le plaisir. Puis j'aime parler avec les gens. C'est ça dans mon podcast. Je parle avec les gens. Je suis jamais préparé. Moi, je discute avec les gens, puis c'est ce que j'aime, c'est des conversations. J'aime avoir ça. C'est juste que dans mon podcast, je peux pas déconner. Je peux pas mettre à rire. Je peux pas pitcher des jokes. Je peux pas faire une joke trash. C'est normal, c'est pas la place, puis je respecte ça. Mais c'est ce que j'aime aussi faire dans la vie. Je suis comme ça. Sur scène, je suis quelqu'un qui fait de l'humour noir, je fais de l'humour trash. J'aime ça aller loin. Je suis, je suis pas dans la dentelle. Fait que j'ai envie de pouvoir me laisser un peu plus aller dans des conversations avec les gens. Fait que d'aller sur des sujets outre que les gens parlent pas, ce qui je trouve intéressant. Tu sais, je reçois quelqu'un, tu sais, moi, je suis un passionné de lowrider, des voitures à suspension hydraulique, mais j'en parle jamais quand j'en ai podcast. Mais si on se met à parler de ça, fait que, tu sais, moi, je veux le savoir, si, c'est pas, moi, Martin et Matt, à part l'humour puis écrire de l'humour, on le sait qu'il fait du ski un peu, mais qu'est-ce qu'on sait pas? Tu sais, t'es un gars de moto, OK, t'as combien de motos? Qu'est-ce que t'en fais? Où tu vas rider? Tu comprends? On veut pas parler de ton talk show qui n'a pas marché à TVA. Je veux pas parler de quand t'es tombé brûlé sur scène. Tout le monde le sait, ça. Oui, c'est ça. Fait que moi, quand je vais inviter, quand je vais accueillir mon invité, je vais avoir déballé tout son CV. Ça, on le sait tout. Fait qu'on va pas en parler. T'en as parlé à Sous-Écoute, t'en as parlé à elle, t'en as parlé à lui, t'en as parlé à TVA, à Radio. Fait que c'est un peu ça qu'on veut, tu sais. Cool. Fait que je vais me retrouver là-dedans. Comme tu peux voir, j'aime ça parler. Oui, j'ai remarqué que t'aimais parler. C'est parfait. Mais j'avais une autre question par rapport à l'humour. Dans le fond, à 42-43 ans, tu as décidé de faire ce virage-là, mais t'avais-tu une passion pour l'humour? T'étais-tu... mais l'humour a commencé avant. Là. Ça a commencé avant. Oui, c'est ça. Oui, moi, dans le fond, parce que tu me disais qu'est-ce qui t'a poussé à partir du podcast, je vais t'expliquer. Moi, dans le fond, j'ai toujours... quand j'étais jeune, écoute... Même, il y a un show qui s'appelle le Gong Show qui est tourné au bordel, auquel, il y a 2 ans, j'étais celui qui j'ai même un petit trophée comme de quoi c'est moi qui l'avais fait et réussi le plus souvent en 2024. Là, je l'ai fait, je sais même plus combien de fois, là, j'ai oublié, mais je le fais plus vraiment aujourd'hui. Des fois, je vais faire un petit bout, mais en tout cas.
Mais j'ai toujours, puis à cause de ça, il y a quelqu'un avec qui j'étais en 6e année qui m'a reconnu puis qui m'a envoyé notre feuillet finissant de 6e année où c'est écrit, moi, quand je vais être grand, je vais être humoriste. Ça a toujours été un rêve que j'ai caressé, tu sais. Mais l'école de l'humour, moi, je suis pas bon en français, comment je fais? J'ai pas l'argent pour ça, j'ai pas d'études, comment... Fait que, tu sais, j'aime, j'écoute, ça m'intéresse. Mais le côté artistique est là. Je tombe dans la musique rap. J'écris des chansons, j'enregistre des chansons. J'ai même fait un petit mixtape, un petit album, tu sais, tout ça, fait un vidéoclip. Tu sais, écrire, tu sais, sortir des choses. Le côté artistique a toujours été là. Je suis nul en dessin. Tu sais, tout ce que je peux faire, c'est penser puis écrire. Ouais. Puis parler. Puis parler, oui, ça. Au parloir. Au parloir. Puis, tu sais, après ça, il y a eu En route vers mon premier gala. Là, je regardais En route vers mon premier gala, puis tu sais, j'étais avec ma femme. Hey, j'ai toujours vu. Un jour, il faudrait que j'écrive un. Un jour. Et sous-écoute. Podcast de Mike Ward, sous-écoute. Là, je l'écoute, j'aime ça. Puis là, j'écoute les humoristes parler d'humour, parler de les loges, parler de tel show, puis tel show. Puis je suis comme, hey, je peux pas croire que jamais je l'ai pas fait. Ouais. Puis là, j'ai 37 ans. Puis je connaissais un de ces groupes, c'est quelqu'un que moi j'ai découvert qui s'appelle Dave Morgan, qui est un humoriste qui est à Énergie. Moi, je l'ai découvert à l'époque, En route vers mon premier gala. C'est la première fois que j'ai vu. Et à un moment donné, on s'est croisés. On est des amis communs. Je le croise, on jase un peu, blablabla. Puis j'y écris sur Facebook. Je fais, hey, j'ai écrit un numéro. J'ai toujours, tu sais, j'en ai parlé que je voulais faire ça. Puis il me dit, ah, tu sais, si un jour t'écris, tu sais, écris-moi. Tu sais. Ouais. Je l'ai fait. On est allé souper, j'ai montré mon affaire, il m'a donné 2-3 Q. Puis il me dit, ah, je vais essayer de te booker. M'a donné un coup de main parce qu'il dit, c'est assez de booker sur l'open mic au bordel, ça va être long, mais je vais essayer de m'arranger. Puis le lendemain, il m'écrit, dans 3 semaines, open mic bordel. Premier show au bordel, à l'open mic du bordel. Et j'ai fait le numéro que j'ai écrit. Le P, c'est un numéro qui existe encore aujourd'hui. Très, très modifié, mais la base de ce numéro-là existe encore. Oui, ben c'est 5 minutes. Ouais, c'est ça. Okay. Fait que c'était le numéro sur l'adoption de mes filles, justement. Okay. Fait que, comme je te dis, qui existe encore, mais qui est à un autre niveau. J'ai un peu pris des skills depuis. Mais ça a quand même bien été. Pour vrai, il y avait des bons gags. C'est sûr que, écoute, je lis la vidéo, là, je regarde à terre. Je pense qu'il y aurait pu avoir un gunshot dans la salle. Je serais resté dans mon texte, tu sais. T'avais appris, dans le fond, t'avais appris ton texte par cœur. Oui, c'est assez répété. Dès que j'étais dans mon char, je répétais mon texte au complet, je le savais à virgule, mais tu sais, c'est ça. J'ai en regardant en terre, tu sais. Mais ça va. Puis là, j'ai eu la piqûre. Ouais, t'as mis le style. Là, écoute, je me bouquais dans des open mic, faire ce numéro-là. J'ai pris des ateliers d'écriture humoristique avec un nom. C'est un humoriste qui s'appelle Frank Grenier à l'époque qui faisait ça. Il ne fait plus aujourd'hui, mais il y a Étienne Dano, je pense, qui fait ça maintenant. Il fait des ateliers. Je ne sais pas s'il le refait, mais en tout cas, il donnait des trucs, des ateliers. Là, tu sais, fait et de fil en aiguille, ça. Fait que je commence à me faire un petit nom. Et là, le Gong Show a vraiment changé parce que là, c'est écouté beaucoup par les geeks d'humour, mais beaucoup d'humoristes qui écoutent ça. Okay. Et là, on se rend compte que, le gars, c'est qui ce gars-là? OK, attends, moi, la première fois que j'ai fait, les gars me disaient, écoute, on s'attendait, là, quand on a, tu sais, j'ai dit, moi, je te connaissais pas, je t'allais voir ton Facebook, j'ai fait, hey, là, ils s'attendaient à des jokes racistes, misogynes, des jokes de mon oncle, puis ça, puis ils ont fait comme, man, on est des bons gags, c'est bien écrit, puis tout ça. Puis c'est toi qui écris ça. Oh oui, j'ai tout écrit. Aujourd'hui, j'ai j'ai un writer avec qui je travaille pour le 2e show parce que, tu sais, le show que je roule en ce moment qui s'appelle Sympathique, c'est plein de numéros que j'ai mis ensemble, j'ai bâti un show. Tandis que là... De 1 heure? De 1h05, quoi, à peu près. Si je fais pas de crowdwork, il y a 1h05. Et là, on veut écrire. J'écris un show. Fait que c'est pas prendre plein d'affaires. On a un sujet, on a une ligne directrice que je veux respecter. Dans le fond, ça va être moi, le show. C'est ma vie, mon parcours. C'est ce qu'on fait depuis tantôt, mais drôle. Avec drôle. C'est ça. Fait que, là, c'était pas tant drôle, mais c'était bien expliqué. Non, ben c'est ça. Mais là, on va le puncher, puis tu sais, on va exagérer. Ça reste un show d'humour. Mais je vais quand même beaucoup parler de moi. Fait que c'est ça, le Gong Show m'a apporté une certaine petite notoriété sur le web. Fait que là, j'ai plus de facilité à me faire booker parce que le monde font comme hey, je vais te booker sur ma soirée, t'es solide. Là, je commence à faire ce qu'on appelle des headlines, des 30 minutes. Fait que plus de temps de scène, tu prends. Fait que tu sais, j'ai comme mes eyes puis tout ça. Puis là, je suis comme, hey, je vais essayer de surfer sur la vague Gong Show. Fait que je vais partir un podcast humoristique. Ça, c'était mon idée de base. On se dire, on en est loin avec Au Parloir en ce moment. Et au moment où je pense à ça, il y a un podcast humoristique qui part et ça s'appelle le podcast des personnages. J'ai la liberté. Très bon podcast. Là où je l'ai fait, moi, comme invité, j'ai trippé. Première année qui est sortie, ça a gagné l'Olivier podcast de l'année non scriptée et tout ça. Super podcast. Fait que là, je fais comme,
Là, des podcasts, un humoriste qui reçoit un humoriste, il y en a plein. Oui. C'est vrai. Un podcast humoristique avec une bonne idée, il y en a un qui vient de sortir. Fait que moi, ça me prend une méchante bonne idée si je veux en sortir un. Fait que là, je suis en processus de je planifie, quand je brainstorm, qu'est-ce que je pourrais faire? Et le dernier duplex que j'ai acheté, le locataire du bas, Jean-Louis Lévesque, 80 ans, sentence vie, meurtre. Non. Et je discute avec, à chaque mois, il me paye son loyer cash. Fait qu'à chaque mois, je vais le voir, il me paye son loyer. On parle, il raconte un peu son histoire, puis tout ça. Je suis comme, man, c'est fou ton histoire. Puis tu veux dire, il te parle pas de ça. Si tu vois, ce monsieur-là, jamais tu te doutes, là, qu'il y a une sentence vie, là, qu'à chaque mois, il y a un agent de libération conditionnelle jusqu'à sa mort qui va le suivre, avec qui va le regarder. Non, il n'y a pas de bracelet, okay. non. Mais tu as quand même des rendez-vous, tout ça. Tu as un suivi. Tu ne peux pas prendre d'alcool jusqu'à la fin de ses jours. Il s'est fait mal, il y avait des pilules de morphine, ils ont enlevé. Non, c'est jusqu'à la fin de ses jours. Là, il avait quel âge, 80? Là, il est rendu à 83 aujourd'hui, là, mais puis il est revenu pour la 100e épisode. Mais ça a été mon premier invité. Oh my God. Puis, mais tu sais, c'est ça, tu sais, puis... Ça a été ton flash, ce gars-là. Ça a été mon flash. Là, j'ai fait, attends, mais c'est tellement intéressant. Des parcours. Des parcours comme ça. Moi, je connais assez de personnes qui ont fait du temps, puis qui se sont placées, qui ont changé de vie. Je pense que peut-être une dizaine d'épisodes là-dessus. Maintenant, ça va me roder podcast. Je vais peut-être aller chercher une couple de followers avec ça, puis quand je vais partir mon projet humoristique, il va y avoir une mécanique, je vais avoir pris une certaine expérience. Puis ben là, ça fait 100 que je fais 2 ans. Okay. Fait que le projet de 10 épisodes a rapidement shifté. Au début, c'était juste du monde qui avait fait du temps? Au début, oui. C'est ça. Au début, parloir, oui. En fait, quand je l'ai parti, c'était Au parloir, podcast sur l'univers carcéral. Et j'ai enlevé univers carcéral. Parce que là, tu as toutes sortes de monde. Là. Parce que, en fond, maintenant, j'aime plus dire que c'est un podcast sur la réinsertion et la réhabilitation. Ouais. Puis je considère une victime doit se réhabiliter. Absolument. Fait que tu sais, il y a des gens qui ont fait de la prison, il y a des gens qui n'ont pas fait de prison. Qui auraient dû en faire. Qui auraient dû en faire. Puis je me mets dans cette case-là. Tu sais, moi, je le dis souvent, parce que souvent, le monde dit « Ah, t'as fait du temps. » Non, je suis chanceux puis je cours vite. Puis quand je te dis cours vite, c'est plus pour le gag, là, mais oui, ça m'est arrivé de me faire courir après par la police puis ils m'ont pas pogné. Mais chanceux, vraiment. Parce que... C'est un coup de dé, là. J'ai été vraiment, vraiment chanceux. Moi, tu sais, j'ai eu une... Tu sais, j'étais à ça de me faire arrêter, puis c'est sûr que j'étais complot 3 ans, là. Je partais, là. Tu sais, fait que j'ai vraiment été chanceux, tu sais. Aujourd'hui, tu n'as aucun mandat d'arrestation? J'ai rien, non. Je suis légal, j'ai pas de dossier criminel. Wow, c'est quand même fou, là. J'aurais pas pu adopter. Ben non, c'est ça, imagine. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses. Le karma, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une nécessité. J'ai un bon ami avec qui, faut que je l'appelle aujourd'hui, justement, j'ai écrit hier. Puis, il y a un gros vécu, puis il est comme, mais j'ai pas fait tant de prison. J'ai un dossier, mais tu sais, oui, mais c'est un gars aussi qui, lui, s'il n'était pas tombé dans la consommation, serait devenu quelqu'un de très gros dans la criminalité. Ouais. Moi, il y a des gens que je connais, qui le connaissent, qui ont fait, hey, s'il n'était pas tombé là-dedans, on aurait tous travaillé pour ce gars-là. Là, tu comprends, t'sais? Mais il est tombé, ouais. Puis, son frère a été tué quand il était jeune aussi. Puis, fait qu'il y a plein de trucs. Fait que je fais comme, non, c'est ça, c'est pas une nécessité. Tu t'es rebattu. Puis, c'est un gars qui a fait plusieurs thérapies. Puis, puis c'est un artiste aussi. Fait que, tu sais, moi, il y a ça. Oui, c'est sûr que ça reste l'angle de base. Mais, tu sais, moi, si t'as pas fait de prison, mais que t'as vécu dans la rue pendant 15 ans pour des problèmes de consommation, tu sais, je considère que si t'es un SDF dans les rues de Montréal, pour moi, t'es en prison. Absolument. Parce que t'es pas libre. Ouais. T'as pas la liberté de rentrer où tu veux. T'as pas la liberté de manger quand tu veux. Il y a du monde dans des prisons dorées aussi, hein? Exactement. Il y a du monde dans des prisons dorées. Il y en a tellement de plus en plus, mais... Tu vois, j'ai même une amie qui m'a écrit, puis... qui a fait un changement de sexe, tu sais, puis elle me parlait, puis elle me dit, tu sais, elle dit, moi, j'ai... devenue fille? Ouais, devenue fille. Okay. Fait qu'elle dit, moi, j'étais en prison toute ma vie. Pendant les 43 premières années de ma vie, j'étais en prison dans mon propre corps, tu sais. Ouais, c'est fou. Fait que, tu sais, c'est un autre angle. Fait que, tu sais, c'est que c'est devenu plus large. Puis moi, ce que je veux, dans le fond, pour moi, c'est de donner de l'espoir aux gens. Absolument. Dire, hey, gars, tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont déjà écrit, là, hey, moi, je vais venir à ton podcast, avec cagoulé. Moi, je vais juste direct pendant le podcast, je peux me faire livrer 1 kilo, montrer à quel point c'est facile. Non, t'as rien compris. Tu viendras jamais à mon podcast.
parce que je veux montrer que la réhabilitation ou la réinsertion, ça existe. De ne pas juger un livre par sa couverture. Absolument. Moi, personnellement, je me fais déjà extrêmement juger parce que je suis conscient de l'image que je projette. Mais c'est ce que moi, moi, j'aime ça, une grosse chaîne en or, puis j'aime ça, des tatous, puis j'aime ça être bâti. Je suis conscient de l'image que je projette. Juge-moi. Mais là, aujourd'hui, les gens me connaissent et m'abordent, viennent me parler, mais je suis pas le genre de personne à qui tu serais venu parler si tu m'avais pas écouté dans mon podcast, tu comprends? Fait que c'est un peu ça que je veux réaliser au monde, que quand tu vois un SDF, il y a une vie, faut juste trouver une job. Qu'est-ce qui... C'est quoi son vécu à lui? Il est né dans quel genre de famille? Y a-t-il un oncle qui en a abusé pendant 10 ans? Tu n'as aucune idée. Fait que moi, c'est vraiment ça. Puis c'est de pouvoir donner de l'espoir à des gens qui vivent des épreuves, faire comme, hey, si cette personne-là a tout traversé ça, puis aujourd'hui, je regarde comment elle est, moi, ce que je suis en train de vivre. Je suis capable. Puis, tu sais, ça inspire plein de gens. Moi, écoute, là, des messages que je reçois, là, des gens qui ne consomment pas, des gens qui, leur meeting AA, c'est le dimanche matin à 8 h sur YouTube. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, je reçois des avocats, tu sais, je reçois un ancien policier. Oui, je vais rester dans cet univers-là parce que, tu sais, j'ai reçu un ancien policier dernièrement, mais tu sais, c'est un gars qui, lui, jeune, était dans une gang de motards, qui se battait, puis qui buvait, puis tout ça, puis il a décidé, par amour d'une femme, il est devenu policier, puis c'est devenu... Écoute, un agent double reconnu, c'était un formateur des agents doubles. C'est un gars qui a acheté à peu près 500 kilos de coke dans toute sa vie de policier comme agent double pour faire tomber du... Tu comprends? Fait que c'est super intéressant. Tu sais, de dire, hey, quand t'as commencé là, t'as fini là. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir c'est quoi le processus, comment ça fonctionne. Fait que tu sais, il y a des épisodes comme ça qui sont plus comme, qu'est-ce qu'on va aller chercher des bébites qu'on connaît pas, des histoires qu'on connaît pas. Mais en majorité du temps, c'est ce que je veux. C'est des gens qui ont eu des épreuves. Tu sais. J'ai reçu dernièrement la mère d'un gars, c'était un gars qui était très, très pesant dans l'univers du dark web puis du trafic sur le dark web. Lui ne trafiquait pas, mais a créé une plateforme, un genre de eBay sur le dark web. Fait que c'est très riche, très vite. Et il est mort en Thaïlande. Il s'est fait arrêter. Il est mort en Thaïlande. Oui, j'ai entendu. Mais est-ce qu'il est mort en Thaïlande? Ils disent qu'il s'est suicidé, mais est-ce qu'il... Il s'est fait assassiner? Sa mère est comme... Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il s'est fait tuer? Est-ce qu'il est mort? Parce qu'elle n'a même pas... Tu sais, il manque de preuves de... Tu sais, elle a vu le cercueil ouvert pas longtemps, mais tout arrangé, puis elle est comme... À quel point ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu nécessairement physiquement, à part par vidéo. Mais tu vois, ces genres d'histoires-là, de faire... Puis là, t'es une mère qui vit ça, puis d'essayer de te battre en Thaïlande. Puis lui, il y a une fille, fait qu'elle est grand-maman, la petite fille en Thaïlande. Fait que il y a plein de choses. Fait que tu sais, c'est ces histoires-là, moi, que j'aime. Des histoires qu'on n'entend pas ou c'est des histoires qu'on... Comme tu sais, ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, à TVA, 45 secondes, entre deux spots. Moi, elle est venue pendant 1h30 nous parler de sa vie, puis de tout ce qu'elle a vécu, puis ça après quoi elle a traversé, puis le choc post-traumatique qu'elle a fait après, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, elle a vu des vidéos, tu sais, il y a plein de choses. Fait que c'est toutes ces histoires-là que je trouve intéressantes, tu sais, c'est une fille qui a perdu son enfant a vécu ça, la blonde de, le fils de, la mère de lui, mon père, c'était lui, tu sais. Ça, c'est intéressant. C'est quoi ton parcours? Comment tu as vécu ça? Parce qu'on... Moi, il y a souvent du monde qui me disent les tannants qui t'écoutent. Ah, non. Tu devrais venir voir les gens au Costco, là. Les gens qui viennent me dire j'adore ce que tu fais, là. C'est pas des tannants, là. J'ai Monique 53. Il y en a de la Monique 53 qui m'écoutent. Ils viennent me le dire, puis ils m'écrivent, puis ils viennent me voir en show aussi, des fois. Là, ils viennent me voir des fois. Je me souviens d'une petite madame il n'y a pas longtemps, mais elle vient me voir, elle dit hey, sa mère, elle dit mon gars, il vient de pogner 2 ans, moi, un jour, puis j'avais tellement peur qu'elle allait se faire violer en prison, puis ci, puis ça, puis elle a dit d'écouter ton podcast, ça me rassure. Puis là, vous venez voir mon show d'humour, elle fait oui, mais là, je vous préviens, hein, madame, c'est pas comme. Puis finalement, après le show, hey, c'était le fun, c'était le bon, tu vas loin, j'aime ça. Mais des fois, ça me fait peur. Je suis comme, OK, c'est pas le même gars, là. Hein, non, c'est ça. Cédric au parloir, Cédric humoriste. C'est pas la même. Tu sais, moi, dans la vie, je suis un gars sérieux, puis je suis un tata. Mais dans le podcast, t'as juste, tu sais, c'est un mix des deux. Mais dans le podcast, t'as juste le gars sérieux. Sur scène, t'as juste le tata. Il n'y a pas le gars sérieux. Fait que les deux, à l'opposé, sont assez loin. Mais dans la vie de tous les jours, là, c'est ce que t'as. T'as le normal, t'as le mix des deux. Mais sur scène, quand il y a juste le tata, il peut aller loin. Là, mais j'ai jamais vu de contenu de ce que tu fais en humour, mais je vais aller... ça va me faire plaisir. Tu me le diras quand je te mettrai sur la guest list. Yes. Fait que là, mettons, pour finir ça,
tu te souhaites quoi pour la suite, mettons? Continuer de créer, j'imagine? Écoute, honnêtement, pour moi, personnellement, je suis rendu au stade de ma vie où je me souhaite plus rien. C'est-à-dire que si tout s'arrête, je fais comme « Hey, c'était trippant. » Je te dis pas que je veux que ça arrête. J'adore la vie que je mène aujourd'hui. J'aime ça, le podcast, le nouveau projet. Je veux continuer à faire de l'humour. Tu sais, je commence à pogner des petites gigs de comédien. Je m'en vais suivre là, des ateliers pour finir justement mon jeu parce que je suis pas acteur. Mais tu sais, on commence à me faire des demandes comme ça. Tu sais, il y a Anti-Gang qui a commencé lundi, puis on me voit dans Anti-Gang un petit peu, mais je parle pas. Mais tu sais, fait des petits trucs comme ça. J'aime ça. Fait que je me le souhaite pas, mais j'espère que ça va continuer. J'espère que je vais continuer à évoluer dans ce milieu-là. Mais ce que je souhaite, c'est que mes enfants aillent bien, c'est que mes enfants s'en sortent. Dans le fond, moi, je souhaite que du bon pour mes enfants. Fait que moi, si ces choses-là continuent, je peux juste offrir plus à mes filles. Je parle pas juste au niveau monétaire, mais tu sais, j'ai 2 petites filles qui... dont une, tu sais, anxiété généralisée, dyslexie, des trucs comme ça. J'ai l'autre TDA, tout ça. Fait que, tu sais, je peux leur payer des soins. Ouais. Être là pour elles. Une psy, une structure. Je peux leur payer de l'école privée, qu'il y a plus de structure, il y a plus, tu sais. Ouais. Fait que moi, je me souhaite que je puisse continuer d'évoluer dans ce milieu-là parce qu'il me permet d'être très présent auprès de mes filles en temps. Ouais. Ben et d'avoir cette liberté-là qui me permet de pouvoir... Mais tu sais, j'ai toujours travaillé dans ma vie. Fait que, puis je gagnais bien ma vie avant, tu sais, au CN, je suis quand même très bien payé. Ma femme gagne bien sa vie aussi, tu sais. Puis, tu sais, le podcast, oui, je gagne, puis je m'en cache pas, je gagne bien ma vie avec, mais quand je l'ai parti, je perdais 2000$ par mois, là. C'est clair. Je faisais pas d'argent au début. Je suis parmi les chanceux qui peuvent en vivre. Absolument. Puis je suis pas l'exemple à suivre, dans le sens que pars pas un podcast pour dire « Hey, wow, je vais bien gagner ma vie. » Non, pars là parce que tu veux le partir, parce que tu as envie de le faire, et tant mieux si ça le fait. Exact. Moi, ça a été ça, je l'ai pas parti. Et même chose pour le nouveau projet. Je le pars parce que j'ai envie de faire un projet qui va être le fun, qui va être trippant. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais que c'est bon, je suis juste content parce que c'est bon. Puis exact. Ça rejoint, tu sais. Tu penses pas au résultat nécessairement, mais la vie t'amène ce que tu as besoin. Non, fait que, tu sais, moi, tu sais, je te dirais que la seule chose que je me souhaite, c'est de la santé pour être là le plus longtemps possible auprès de mes enfants, puis de pouvoir les épauler jusqu'à temps qu'ils n'aient plus besoin de moi. Ouais. Qu'ils vont être solide. C'est solide, exactement. Solide, moi, en confiance. En confiance, tu sais, puis tu sais, je souhaite juste que les gens qui m'écoutent soient inspirés par mes invités. Tu sais, que les gens ne commettent pas l'irréparable. Absolument. Ça, merci. Et que les gens ne se jugent pas par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils vont faire. Mm-hmm. Parce que t'as plus l'option de changer ce que tu as fait. Tu as encore l'option de changer ce que tu es en train de faire, mais tu as 100% l'option de décider de ce que tu vas faire. Puis ça, ben c'est libre à chacun, puis c'est ce que je souhaite à tous les êtres humains du monde. Là, magnifique. Vraiment inspirant cette finale, pour vrai. Merci, je suis contente d'avoir jasé avec toi. Puis, plaisir. Même si je t'ai pas laissé jaser bien. Tu m'as pas laissé jaser bien, mais... C'est correct. J'étais un autre facile, moi. Tu me pars, puis... exactement. Tout est correct, mais on a beaucoup de choses en commun, ceci étant dit. Puis je vais te parler en privé, off the record. Pas de problème. Ça m'a fait plaisir. Merci. T'as un beau studio, puis t'as une belle écoute. Fait que je pense que c'est une chose importante. Pour un TDA, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis pour un podcast, je pense que c'est important pour un animateur de podcast. J'apprends à plus écouter, parce que moi aussi, j'ai vraiment la jasette facile, puis c'est ça que j'apprends en ce moment. Écouter les gens. Mais tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'hier, tu m'as posé quelques questions, puis tu sais, c'est ça, t'es comme moi, t'es pas tant préparé. Mais moi, je pourrais pas. Puis tu vois, comme je te disais tantôt, l'autre projet, on était très préparés, puis j'ai zéro aimé le résultat. Exact. C'est ça, mais moi, j'aime les connexions humaines. Un peu comme toi, je t'écoutais, puis j'étais comme... Je veux savoir, t'es qui, toi? C'est un curieux, moi. Ouais, c'est quoi qui t'est arrivé? C'était un sniffer. Ouais. Mon père m'appelait senteux quand j'étais jeune. C'était, de quoi vous... J'en ai une de mes petites qui est même, tu sais. Je parle, de quoi vous parlez? Ça te regarde pas, c'est pas toi qu'on parlait, mais non, je veux le savoir pareil, là, tu sais. Je suis tout le temps une oreille tendue d'écouter ce que le monde, là, tu sais. Mais t'as beaucoup à apporter, puis t'as vraiment une expérience riche, pour vrai, puis je suis sûre que ça l'a inspiré full de monde. Ben, je le souhaite. Vraiment, sincèrement. Puis je vous dis merci à la maison, ça me fait tout le temps rire. Je dis ça, merci à la maison. Merci beaucoup, puis on se revoit pour un autre épisode très bientôt, un autre épisode de Puis après. Ciao!